tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, retour des lectures de la semaine. Un retour des lectures de la semaine, il est content. Je sais pas pourquoi je m'énerve là, mais je me saoule en fait. Je vous parle comme si vous attendiez ça comme le Messie, mais en fait vous en avez rien à branler, vous avez pas besoin de ça pour vivre. À l'heure d'aujourd'hui, il se passe des trucs un peu plus graves. Je pense que la lecture, ça passe un second plan. Donc arrête de sortir d'une retour de lecture de la semaine comme si c'était un truc vraiment important quoi. Les gens s'en battent les steaks, Je vais te parler de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai acheté, de la façon dont je me suis fait complètement avoir avec moi-même tout seul. Je me suis auto-eu. Je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert la BD, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est pas du tout... Mais je suis une merde en fait. Non mais j'ai apprécié quand même, 3 très bonnes lectures. Mais effectivement, il y a un moment, je me suis dit tiens, je ne sais même pas choisir une bande dessinée dans une librairie, donc ça m'a ramené un peu à mon rang d'homme et à ma position personnelle. Et effectivement, c'est un peu déprimant. Bref, vous avez vu la super décoration que j'ai fait. On va troquer la casquette pour un Stetson. Je connais pas du tout de chant texan. Ça ne saurait tarder, hein. Je vais essayer de travailler ça. Le Grand Ouest. Le Grand Ouest et même parce que le Grand Ouest, mais aussi le Grand Nord. Et là, je me rends compte que j'aurais pas dû faire cette blague un peu raciste concernant les Canadiens. Hein. Évidemment, je vous aime de tout mon cœur. Je vois déjà l'article du Mills dans la tourmente d'un shitstorm qui lui tombe dessus, alors qu'il parlait juste de comics indépendants et de bande dessinée. Et je me dis que je suis un peu jaloux par rapport à ce qui se passe en ce moment en France. J'ai peut-être envie de faire partie des vôtres. Pourquoi tu crois que j'ai une barbe et une chemise à carreaux en fait? Parce que je vous aime, parce que j'aime votre pays, parce que j'aime votre culture, parce que j'ai envie d'être des vôtres quelque part. Donc je vais vous parler de 3 bandes dessinées. Mais avant ça je veux remercier Mommy qui m'a envoyé la première intégrale de RIP pour 49,90 €. La colo a été retravaillée. J'ai feuilleté, c'est magnifique. RIP. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, j'ai fait une vidéo, une autre vidéo, je vais pas arrêter de faire des vidéos sur cette œuvre, donc allez checker ça. Julien Monnier, Gates au scénario, RIP, ce que la vie nous offre, ça regroupe les 3 premiers tomes. Alors déjà, l'œuvre est magnifique, le retravail de colo est très très joli, vraiment j'étais un peu sceptique au début, et en fait effectivement ça met le doigt sur quelque chose de très important, de très intéressant, une vision artistique qui est suffisamment intéressante pour se procurer. C'est moins cher que si t'achetais les 3 premiers tomes, hein, tu fais une économie, et ça prend beaucoup moins de place dans la bibliothèque, voilà. Ouais Roger, ça marche. Non, c'est pas pour autant que je te filerai les 3 premiers tomes de RIP. Allez, dégage. Voilà, donc merci Mommy. Et si jamais ça vous intéresse, allez checker ça. Je sais que c'est un petit peu collector, donc allez voir s'il y en a toujours. Mais si vous avez jamais été sur cette série qui est RIP, vraiment, il faut foncer parce que c'est une pépite. Je ne cesserai de vanter la qualité de cette série. On va pas perdre plus de temps. C'est parti. Et on commence immédiatement par retirer ce Stetson qui me gratte la tête là. Oh la vache. Écoute le bruit. J'ai acheté ça au cul d'un camion à Paris. J'ai l'impression que je me suis un tout petit peu fait avoir, si tu vois ce que je veux dire. Et je te parle immédiatement de Carcajou, sorti le 6 mars 2024, 224 pages, 26 €, sorti chez Sarbacane. Sarbacane, souvenez-vous, c'est eux qui avaient fait la superbe œuvre Speedball que j'avais adoré. Du coup, j'aurais envoyé un mail en disant hey, Carcajou m'intéresse, est-ce que je pourrais l'avoir? Ils m'ont dit gentiment, pas de souci, regardez, preuve en est. Ils me l'ont envoyé et je les remercie. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh là, merde, il y a le logo RTL. C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est gage de qualité? Pour moi, à la base, non. Hein, même si les gens font ce qu'ils veulent, ils écoutent ce qu'ils veulent. Et bien en fait, si, voilà, j'ai adoré cette œuvre. Et maintenant, dès qu'il y a un petit logo RTL BD, il y a des gens qui font très bien leur boulot partout, peu importe, pas de préjugés, pas de jugement. Donc du coup, effectivement, maintenant j'y jetterai un petit coup d'œil avec cette petite pastille RTL parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est scénarisé par El Diablo et dessiné par Gillian Deroche. Gillian Deroche est également à la couleur avec Marion Chancerelle. Voilà, le travail d'édition est magnifique. C'est très joli, très très belle œuvre. Je suis très content de l'avoir lu et de l'avoir dans la bibliothèque parce qu'elle va rester dans la bibliothèque royale du Mills, mon pote. De quoi ça parle? 1895 au Canada, dans le Grand Nord, sans l'accent. Et on va suivre un mec qui s'appelle Gus Carcajou, c'est ça? Qui va acheter un terrain qui va s'étendre entre la cime d'une montagne et la vallée. En bas de la vallée, il y a une grande ville. Il y a une ville. Cette ville est tout simplement gérée par la famille Foxton. Voilà, Foxton, c'est des gens qui sont peu scrupuleux et qui font beaucoup de commerce. La police est à sa merci, le maire aussi. Enfin bref, la ville tourne autour de cette famille Foxton, un peu riche et un peu omnipotente, omniprésente, omnisciente. Sauf qu'un jour, Monsieur Foxton, le riche fumier qui habite cette ville-là et qui dirige un peu toutes les ficelles de la ville, va se rendre compte que le terrain que Gus Carcajou a acheté à des natifs américains regorge d'or noir.
voilà, de pétrole. Du coup, il va se dire, bah, je vais faire une offre qu'il pourra pas refuser, et puis moi je vais m'en mettre plein les fouilles, mon pote. Le problème, c'est que Gus Carcajou est un espèce d'énorme antisocial, une personne sauvage, quelqu'un qui ne se laisse absolument pas faire, surtout par les riches entrepreneurs peu scrupuleux comme Foxton. Donc Foxton, c'est le roux qui est là, il fait penser un petit peu à Saul Goodman, tu vois, dans Breaking Bad. Et ben c'est un peu ça, c'est un Saul Goodman de 1995, quoi. Il est là avec son haut de forme, sur ses chevaux, parti demander à Monsieur Carcajou, regardez-moi, le premier contact qu'il y a entre ces deux-là, Carcajou qui est juste avec son fusil en train de le pointer sur Monsieur Foxton, et Monsieur Foxton qui est là genre en mode mais on peut s'arranger, t'inquiète pas frérot. Donc il va y avoir cette espèce de négociation, mais évidemment Monsieur Carcajou qui est sauvage va dire à Monsieur Foxton hey guys fuck off, va se barrer, et du coup bah Monsieur Foxton pour réussir à choper le terrain va manigancer quelque chose de fou et trafiquer un peu l'influence du peuple pour que bah celui-ci soit mis sous pression, voire dégagé quoi. Je vous en dis pas plus, au-delà des personnages qui sont super bien caractérisés. Hein. Vraiment, Gus Carcajou, il est vraiment... Regardez-moi cette couleur comme c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Le dessin est magnifique. Gus Carcajou, le vieux sauvage là, il est avec cette espèce de tête de peau de blaireau sur la tronche, il crache, il est vulgaire, il braque toujours son flingue, il est super bien caractérisé, il est ultra attachant, même si c'est quand même un sacré fumier. Foxton, c'est pareil, au début t'as un peu de tendresse pour lui, mais au final, tu te rends compte que c'est pas des personnes qui sont écrites de façon manichéenne. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Même la tenancière du bar de cette ville-là, et ben en fait, même elle a énormément de caractère. Le frère de Foxton a une histoire aussi dramatique. Les villageois et ce qui se passe dans ce village et ce qui va amener à une espèce de révolte, je vous en dis pas plus, mais en fait c'est ça le sel de cette histoire, c'est les personnages. C'est super bien mené de bout en bout. C'est vraiment une leçon de world building, une leçon de narration. C'est hyper efficace, c'est touchant, tu te marres. Il y a des trucs que tu attends des fois qui se passent, mais tu te marres quand même tellement c'est bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Le dessin, on en reparlera juste après. Mais en plus des personnages, je trouve que cette vallée-là, c'est vraiment un personnage à part entière parce qu'on va voir l'évolution de cette terre par rapport à qui va la voir, à qui va l'entretenir et qui va y travailler, quoi, qui va y vivre. Je vous passe tout le côté amérindien, des croyances, tout le mystère qu'il va y avoir autour de cette histoire. Je vous passe de toute la manigance que la famille Foxton fait preuve depuis des années dans cette ville, la méchanceté et le fait que les gens soient à la botte de quelqu'un pour l'argent, tout le monde fait les choses de façon un peu mauvaise pour des mauvaises raisons. C'est magnifique, c'est terriblement efficace. J'ai vraiment pris une énorme claque. Je crois que c'est une très belle œuvre. Je vais pas dire que c'est la meilleure œuvre que j'ai lue cette année parce que ce serait pas vrai, mais décidément c'est super efficace. Il y a un background sur les personnages, ça se lit vite et en même temps il y a quand même une belle consistance. Vous voyez comme c'est beau, à la fin ça s'assombrit. Et puis les fins, il y a 3 fins en 3 étapes, 3 niveaux. Il y en a une où j'attendais un petit peu, une autre où quand tu as quand même le dénouement du truc, tu te fais oh putain c'est dur, c'est lourd quoi. Parce qu'il se passe des choses vraiment dramatiques. Je vois que sur le site de Sarbacane, il le propose pour dès 15 ans. Ouais, faut pas avant quoi, je pense. Parce qu'il y a du sang, parce que c'est gore, c'est énervé, et c'est ça qui est cool, il y a une certaine dichotomie, une certaine différence entre l'histoire qui est racontée et les dessins. Les dessins pourraient vraiment te paraître un petit peu comme Monsieur Sapin, vous voyez, un petit peu dans ce délire de lignes claires, et tu te dis ouais, il y a pas trop de fond, il y a pas trop de détails parfois, parce que très souvent quand même la ville est assez détaillée, mais il y a des grands fonds comme ça pour gagner pour que ce soit efficace et que la seule chose qui ressorte ce soit le personnage. Mais je trouve que le dessin est sacrément explicite et nous donne ce qu'on a besoin pour s'y sentir intégré dans cette histoire, mais il y a même un peu plus, surtout sur les décors forestiers. Je trouve vraiment il y a un travail qui est fou quoi. C'est pour ça qu'à mon avis il s'économise sur certaines pages, parce que vraiment faire tous ces petites branches, tous ces petits sapins, tout le travail dans la neige et tout, je pense vraiment que ça va être un boulot dantesque. Donc le dessin est magnifique, la colo est magnifique, l'histoire est terrible, vraiment, et puis l'histoire est géniale, et l'histoire est terrible quoi. Ce qui se passe, ça rigole pas du tout quoi. Tu sens qu'il y a vraiment une profondeur dans le récit qui fait que ça te tient, ça te harponne et ça te lâche jamais. En fait j'ai commencé à la lire, je me suis endormi, et je me suis dit attends, ce serait trop con, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, tu sais, c'est le genre d'œuvre où quand tu les ouvres, tu te rends compte que tu vas faire partie d'une grande histoire, que t'as entre les mains quelque chose de très bon, de très bien géré. Dès les premières pages, dès les 10 premières pages, t'es attrapé et tu te dis mais je vais pas pouvoir m'en sortir, il va falloir que je lise d'une traite. Et effectivement c'est ce que j'ai fait. Donc je vous conseille de lire Carcajou, si toutefois vous aimez les histoires un petit peu de western, mais qui se passeraient dans le Grand Nord, dans la neige, du coup un petit peu à la sauce sirop d'érable. Il faut vraiment que j'arrête avec ça. Messieurs, dames, bonjour. Josie, tu me mettras un whisky? Ah, j'aime pas ta gueule de con. Oh merde. Qu'est-ce que tu viens de dire, sac à merde? J'ai l'impression que ça se touche là-haut là. T'as un arbre généalogique en forme de cercle. Alors maintenant je vais te poser une bonne question. T'as des enfants? Non, pourquoi? T'en veux? Ouais, j'aimerais bien parce qu'avec ma femme... Merci pour le whisky, Josie. À bientôt.
Et on continue avec Canary de Snyder et Panosian, sorti chez Delcourt. Ça coûte 16,95€, c'est sorti le 22 mai 2024, ça fait 160 pages. Snyder au scénario, Panosian au dessin. Alors Panosian au dessin, c'est voilà. J'aime énormément la patte graphique, je vous le dis tout de suite. Ici, nous sommes dans le territoire de l'Utah en 1891. On va suivre un mec qui est le Marshal William Holt, qui est le héros de roman à 4 sous, qui est confronté à plusieurs reprises à des crimes étranges qui ne sont pas sans lui rappeler sa dernière altercation avec un tueur en série appelé Hiram Tell. Le Marshal est envoyé en mission à Canary, une ville sur le déclin où se situe une vieille mine abandonnée. Il doit veiller à la sécurité d'Edison Edwards, un géologue chargé d'expliquer la recrudescence de meurtres dans la région. Avec la découverte de la présence d'un métal rare dans le sol, Canary était devenu un centre d'activité florissant. Mais plusieurs années après l'effondrement de la mine, ôtant la vie à de nombreux mineurs, les habitants de Canary attendent un nouvel âge d'or. Voilà. Ça m'a fait énormément penser, alors c'est du western horrifique, ça m'a fait énormément penser à Red Fork. Red Fork avec cette histoire de ces deux frangins, avec des gens bloqués dans la mine, cette mine qui s'avère être quelque chose d'un petit peu diabolique en fait, tout simplement. Et vraiment j'ai énormément, je vous recommande vraiment Red Fork. Si vous aimez Canary par exemple, à la suite de cette lecture là, si vous les aimez, ça c'était sorti chez Panini Comics, chez TKO Studio. Red Fork c'est vraiment la même chose, alors c'est pas la même histoire mais c'est vraiment la même ambiance et tout. Et j'avais beaucoup aimé, donc Canary j'ai beaucoup aimé également. On va suivre donc ce Marshal William Holt. Ça m'a fait penser un petit peu à Seven, le film Seven, de façon western. Il va donc escorter tout simplement pour une genre de dernière mission un petit peu, ce géologue là qui va devoir faire des recherches dans une mine à Canary, une mine où tout s'est effondré, où les gens sont restés ensevelis en dessous. Et le chef du village un petit peu était complètement fou avec cette mine et a creusé vraiment très profondément, peut-être trop. Il n'y avait pas besoin de creuser aussi profondément, et en fait le fait d'avoir creusé aussi profondément, ça a peut-être soulevé des choses complètement machiavéliques, maléfiques, mauvaises. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que vraiment c'est salpite. Je trouve ça fou. C'est une histoire qui m'a quand même bien retourné un peu les tripes. J'ai trouvé que pour une fois, Snyder à la fin, oui effectivement c'était un peu abrupt comme il sait le faire à chaque fois, mais j'ai trouvé que cette fin était quand même assez bien maîtrisée, voilà. Même si un peu téléphoné, assez bien maîtrisée, ça manquait peut-être un peu de surprise, mais en vrai, j'ai tellement passé un excellent moment à la lecture de cette histoire par rapport au design et au dessin. Je sais pas si outre, j'ai trouvé que vraiment le scénario et le dessin se mariaient parfaitement. Le décor est super bien planté. On arrive au tout début avec une histoire d'une femme qui s'est tout simplement fait égorger. Alors c'est le tout début de l'histoire. Une femme qui s'est fait trancher la gorge par un gamin. Un gamin qui semble être possédé par une sorte de... Ouais, depuis un moment, tu sens que le gamin il va pas très bien. Et il a une tête de mec complètement fou et il arrive dans une famille qui sonne un petit peu consanguin, où c'est l'impression que c'est vraiment le fin fond de l'Ouest profond, où les gens sont un petit peu entre eux, tu vois, où ton père, c'est ton cousin, qui est aussi ton frère, et peut-être un peu ton parrain, voilà. Et ça me fait bien marrer, moi. Enfin, marrer, je trouve pas ça génial, si tu veux, mais je trouve que... Ah, c'est bon. Dites pas ce que j'ai pas dit, d'accord? Me jugez pas. J'ai vraiment trouvé ça génial, quoi. Oh, j'ai trouvé ça génial. Et puis la tronche de l'antagoniste. Et tout est évidemment lié, hein, son histoire du passé, avec ce qu'il va découvrir dans la grotte de Canary. Tout est intimement lié. Je vous en dis pas plus, mais bordel de merde, c'est sacrément efficace. C'est terriblement diabolique, c'est bien foutu. Les dessins, je vous en montre quand même un peu plus, parce que c'est vrai que j'étais un peu light là-dessus. C'est très beau, voilà. C'est magnifique. Il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. Il y a un petit côté Lovecraftien que j'ai trouvé en tout cas dans l'ambiance. Et puis les couleurs, quoi. Les couleurs, c'est de la folie. Je sais pas si les couleurs, c'est lui aussi. Mais en tout cas, c'est magnifique. Ouais, les dessins, les couleurs de Dan Panosian. Ok, super. Je pense qu'il y a vraiment un gros côté numérique et assez abstrait dans les décors. Par exemple, dans les montagnes et tout, c'est très souvent des nuages un petit peu à la Nice House on the Lake, vous voyez. Un petit peu très brumeux, très peint comme ça, vous voyez. On voit que les fonds sont avec des espèces de gros coups de pinceau comme ça. C'est spécial en termes de graphisme, mais c'est vraiment terriblement efficace. Et j'ai beaucoup aimé le personnage qui a une classe infinie. J'ai bien aimé aussi la différence qu'il y avait entre ce personnage là, pour qui tout fonctionnait, hein, qui avait des romans qui fonctionnaient beaucoup. Il était vraiment considéré comme quelqu'un qui était un petit peu sans pitié et terriblement efficace. Et à l'époque, c'était vraiment un tueur. Et puis suite à ce qui s'est passé par rapport à sa famille, qui est intimement liée à la mine de Canary, et ben on va se rendre compte qu'il a perdu un petit peu en confiance en lui et qu'il est devenu beaucoup plus sombre, beaucoup plus mauvais, et que maintenant il a plus beaucoup de place pour les émotions, quoi. Et j'ai trouvé que la différence de caractérisation qu'il y a entre ce Marshal d'avant
d'avant et ce Marshall de maintenant était bien foutu. Il va rencontrer la fille de l'ancien responsable de la ville de Canary, cette fille qui déteste son père par rapport à ce qu'elle a fait vivre à sa ville, et du coup elle est bien décidée à réparer les erreurs de sa famille. Il y a aussi une histoire là-dessus. Ce géologue là qui n'a pas l'habitude de voir quelqu'un, parce que de par sa couleur de peau, je pense, c'est pas expliqué de cette façon-là, mais je trouve qu'il y a vraiment une sorte de tolérance de la part du Marshall vis-à-vis de cette personne-là tu sens qu'il a pas eu l'habitude d'être bien traité comme il l'a été par le Marshall. Il y a une vraie amitié qui se crée entre eux, et je trouve que le duo, voire le trio, fonctionne très bien. Il y a plein de trucs qui font qu'il y a des gens qui veulent que la ligne elle disparaisse, et d'autres qui veulent tout simplement creuser, et par rapport à ce qu'ils vont trouver, il y a une espèce un moment dans l'histoire où ça va vriller, et effectivement, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je peux comprendre que certaines personnes, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient pas trop aimé. Moi vraiment, Canary, j'ai trouvé ça géant. Donc merci à Delcourt de me l'avoir envoyé également. C'est une histoire qui était sortie chez Comixology à l'époque, Best Jacket Press. Je crois que Best Jacket Press c'est le label de Snyder. J'ai beaucoup aimé, donc si jamais du western horrifique ça vous intéresse, eh ben écoutez, Canary chez Delcourt. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé, au lieu d'ouvrir ta grande gueule, donne-moi de l'huile pour mes colts et de l'eau pour mes chevaux. Ouais Roger. Non, je regarde un film de western, c'est pour ça. Ouais, ça marche, mais ça va pas ou quoi? Je vais pas me déguiser en western tout seul dans ma cave comme ça, ça serait un peu triste. En plus, il y a ma femme à côté et mes enfants. T'imagines s'ils rentrent et ils voient leur père déguisé en cow-boy comme ça, en cow-boy avec un short Dickies en plus. Ce serait vraiment ridicule. Ouais, ça marche, on se voit ce soir, Roger. Ça marche. J'amène ce qu'il faut. Bisous. Bon, et ben maintenant c'est le moment où je vous dis comment je me suis fait avoir comme un énorme bleubit, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis allé à la librairie et je me suis dit bon, pour ce format Grand Ouest, il faut que j'ai une troisième BD, j'avais 203 tu vois. Donc je suis allé dans la librairie et j'ai checké une collection qui me fait de l'œil depuis très longtemps, la collection signée de chez Le Lombard. Ça coûte entre 20 et 25 balles la BD, ça dépend de l'épaisseur je crois. Celle-là elle coûte 23,50€. Et du coup je check le truc et tout, je regarde les westerns, il y a beaucoup de westerns dans cette collection, et je regarde le truc et je dis bon vas-y je la remets, je vais voir les comics, je reviens. Et vous savez ce que c'est dans la librairie, tu prends 1, 2, 3, 4, t'arrives, t'as les gens, oh tu passes après bordel de merde. Et tu prends et tu repasses devant, tu la prends et t'arrives à la maison, voilà, simplement. Donc j'arrive à la maison et je regarde la cover, tu vois. Et là tu te dis, mais en fait c'est mortel, ça sent le western, nanana. Non mon gars, il y a une putain de copycat sur la cover. Ça c'est western ça? Est-ce que ça c'est western Mills? Non. Donc effectivement il y a un décor aride, il y a un personnage avec un canon scié, enfin un fusil à pompe et un petit coyote à côté. D'où le nom, Le Serpent et le Coyote, de Xavier et de Mads, donc dans la collection signée de chez Le Lombard. Une collection qui est vraiment magnifique, hein. Je vous le dis, moi je trouve ça magnifique. J'ai ouvert, alors j'ai vu le truc sur la table de chez, je me suis dit mais non c'est pas possible, je suis con quoi. J'ai ouvert, je me suis dit ah ça va c'est cool, tu vois. Mais non c'est pas cool. La clope là, en 1870 c'est des bananes, il y avait pas des clopes comme ça. Il y avait pas de filtre. Et là, ce serait pas un putain de compliqué. Du coup je l'ai lu. Je me suis dit, oh là là, quel naze, quel bouvou, mais quel bouseux. Et je l'ai lu, j'ai adoré. Voilà. Je l'ai adoré. Je vais vous lire la quatrième de couverture. USA 1970, Joe se balade en camping-car dans les grands espaces du Far West. Il y fait des rencontres, un petit coyote pour commencer, mais aussi des voyous locaux, des agents du FBI, un US Marshal, d'anciens amis plus ou moins fréquentables. Mais qui est vraiment ce bon vieux Joe? Ceux qui croisent son chemin ont tendance à voir leur espérance de vie se réduire dangereusement. Comment vous dire? La narration, les dessins, la couleur de Jérôme Maff. Enfin la couleur, j'aurais aimé la voir un petit peu plus punch, mais très très bonne, très très douce, couleur un peu pastel comme ça. Magnifique. Le dessin c'est vraiment une grosse force, hein. Il y a vraiment un trait qui est hyper fin. Je crois que c'est sorti en 2022, cette édition est en 2023 je crois. Mais vraiment très très beau. Une BD de goût, quelque chose de terriblement efficace. Ce bon vieux Joe est une personne qui est solitaire. On va le croiser dans l'Utah, comme dans la BD de Snyder. Ça se passe dans l'Utah, enfin ça se passe pas que dans l'Utah, mais il va croiser un coyote dans l'Utah. Et il décidait de le prendre avec lui, parce que ce gars-là est terriblement solitaire. On va apprendre pourquoi il est solitaire. Donc il va commencer à faire un monologue avec ce coyote, ce chien, pour lui expliquer tout simplement, bah voilà, pourquoi il en est arrivé là, être tout seul dans son camping-car à traverser les États-Unis de bout en bout quoi. C'est simple en fait, ce mec qui s'appelle Joe, s'appelait autrement à l'époque, était un mafieux et un jour il a dû, pour sauver sa vie, balancer ses potes.
simplement. Donc c'est devenu une poucave, comme on dit dans le milieu, une balance. Et effectivement, il est devenu The Witness Security Program, donc il fait partie du programme de sécurité des témoins. Il a tout simplement balancé les mafieux avec qui il traitait, par rapport à la drogue. Il a profité de la pègre, de la misère, de la guerre, il a profité de tout ça pour se faire du beurre. Lui était plus axé bureautique et ses potes étaient un peu plus sur le terrain, des porte-flingues quelque part. Et il a dû balancer tout ce beau monde-là pour sauver ses miches. C'est une histoire qui est incroyable parce que ça va vraiment mettre en évidence comment ça se passe un programme de protection de sécurité, enfin des témoins quoi. C'est le début, on est en 1970 et c'est le début de cette manœuvre-là, c'est-à-dire utiliser des mafieux pour faire tomber d'autres mafieux et protéger ce mafieux-là parce que ces informations sont précieuses de ouf quoi. Donc en fait il va être pourchassé par des mafieux et surveillé à fond par la police qui va demander toutes les semaines ou tous les 3 jours d'appeler, de dire où il est, qu'est-ce qu'il fait et compagnie. Il est ultra surveillé, mais c'est le prix de sa survie, le prix de sa pseudo-liberté. J'ai trouvé vraiment cette histoire incroyable parce que en fait, on va t'expliquer un petit peu la démarche qu'il y a par rapport au FBI, quel intérêt est d'avoir des témoignages comme ça. Et justement, l'histoire, c'est ça. C'est que un jour, vu qu'il est déjà témoin depuis très longtemps, c'est une balance depuis très longtemps pour les policiers, il va fuir les mafieux pour éviter de se faire tuer, évidemment. Mais un jour, on va le rappeler pour lui dire, écoute, si tu veux garder cette liberté, entre parenthèses, là, on te demande une chose, c'est de revenir témoigner dans un tribunal. Et toute l'histoire va être de suivre ce gars-là, Joe, avec ce coyote, qui va se demander est-ce qu'il doit aller ou pas. Il va être suivi par un marshal qui va être lui payé pour l'escorter en vie jusqu'au tribunal. Je vous en dis pas beaucoup plus. C'est redoutable d'efficacité. J'ai adoré. Il y a vraiment un côté western là-dedans. Il y a vraiment un côté solitaire, vraiment un côté brut. Tu sens que Joe, il rigole pas. Il a un passé qui est vraiment trouble. Il avait pas de compassion, il avait pas d'émotion. Le gars, il a encore des réminiscences de quand il était un petit peu mafieux. Et tu sens que le gars, il a pas de pitié, quoi. Et là, genre, S'il vous plaît, aidez-moi. Ta gueule. Oh, j'ai une femme et des enfants. Ta gueule. S'il vous plaît, j'ai du diabète. Qui bute tout le monde à chaque fois. C'est un truc de malade, ce mec n'a pas de pitié, n'a de pitié pour personne. Et en même temps, ce road trip, il fait un bien fou. On va passer par l'Utah, on va rencontrer sa fille, on va connaître sa vie de plus en plus avec les monologues qu'il va faire par rapport à ce coyote là. Ce coyote qui est ultra attachant, qui fait pas grand chose, mais qui est ultra attachant. On va voir ses anciens collègues qu'il a pas balancé. Tout ce que je kiffe en fait, c'est vraiment pour moi un film de Scorsese posé sur papier quoi. Donc bravo, pur scénario de gangster, vraiment comme je les aime à fond. Xavier, c'est le dessinateur et Matt, c'est le scénariste. C'est incroyable d'efficacité, il y a tellement de précision. Ça m'a vraiment fait penser à du Largo. Largo Winch, mais vraiment, c'est dans mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Mais ce dessin très efficace, très fin, avec quand même pas mal de cases blanches pour économiser un petit peu le temps, hein, quelque part. Et pour autant, une petite case, tu sais pas pourquoi, 2 petites cases ultra détaillées à un moment ou à un autre. C'est vraiment un choix, tu vois, c'est vraiment que le mec n'a pas la flemme, hein, c'est vraiment que, parce que vont faire des petites cases comme ça, remplies de villes comme ça, avec des architectures, c'est que vraiment le gars est capable et adore ça. Juste, je pense que parfois, pour mettre en avant les personnages aussi, ils décident de mettre un fond uni, quoi. Mais alors, il y a du travail, regardez-moi ça. Surtout dans les flashbacks, là. Il y a un travail pour tout ce qui est remise en contexte de la situation, de l'époque et tout, qui est dantesque, voilà, qui est dantesque. Regardez-moi cette tablée, là, avec tous ces mafieux, là. Mais comment ça sent, mais le Scorsese à 10 bornes. Et puis ce gars qui a la classe tout le temps, là, c'est génialissime, c'est génialissime. Toutes les références sont belles, c'est magnifique. Juste la couleur, elle est très efficace, elle est très belle. Vous voyez, genre cette case est magnifique. Elle est vraiment suffisamment profonde, sombre. Il y a vraiment ce côté très lourd, cette onomatopée qui traverse, enfin le cadencier qui traverse l'onomatopée blâme, qui est vraiment très efficace et d'une beauté infinie. Le truc, c'est que le reste, je trouve que parfois c'est un petit peu terne. Alors là, évidemment, ça se passe dans la nuit, mais pendant la journée et tout, je sais pas, je trouve ça très beau, très stylé, très élégant. Donc en fait, c'est pas un vrai reproche, mais ouais, j'aurais voulu peut-être un petit peu plus de couleurs un peu chatoyantes. Mais c'est un choix et une décision artistique que je respecte totalement. À un moment, vous allez voir, il y a une scène qui se passe dans une animalerie où il y a je ne sais pas combien d'animaux qui sont représentés par Philippe Xavier. C'est un tueur, le mec. Comment il arrive à faire les animaux, c'est de la folie. Le coyote, faut que je vous le montre parce que le coyote, il est là, regardez-moi ce petit chouchou comme il est beau. Oh là 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 là, ça donne envie de le croquer. Et Dieu sait que moi, les animaux, j'en ai rien à foutre. Non, je déconne. Je déconne. En tout cas, Xavier, Matt, dans la collection signée du Lombard, le serpent et le coyote, c'est de la pure frappe. T'as entendu, Mins? 3 œuvres. Pas une, pas 2, 3. 3 œuvres à découvrir absolument. Snyder, qui nous offre un western horrifique dessiné par Panosian, sorti chez Delcourt, avec Canary. Carcajou, une histoire qui se passe dans le Grand Nord apparemment. De El Diablo, Gillian de Roche, sorti chez Sarbacane.
En plus, si c'est pour ce que ça vaut, BDRTL. Et puis bon, là, on est 100 ans plus tard, mais c'est un peu un western contemporain, tu m'as compris. Donc Xavier et Matt, Le Serpent et le Coyote, sorti chez Le Lombard, dans la collection signée. Dis-moi dans les commentaires, tu as lu l'une ou toutes ces œuvres-là? Si c'est le cas, je te paye un putain de whisky, mon petit. Vraiment. Commente, like, partage cette vidéo si tu l'as kiffé. Partage-la, like, ça te coûte que dalle, mon pote. D'accord? Et puis bah, sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Dans la cave.